Aujourd'hui, nous allons parler du marquage CE, l'étiquette qui permet d'identifier les produits cliniques dans l'Union européenne. Pour cela, nous sommes avec Paloma Lopez-Lemos, consultante et auditrice de systèmes de management ISO. Sur son profil LinkedIn, elle se définit comme croyante en la qualité et passionnée de biotechnologie. Elle est aussi issue de la même formation en génie industriel que moi et nous avons presque été de la même promotion. Explique-nous, Paloma, ton travail et qu'est-ce que cela signifie être passionné de biotechnologie ou pourquoi cette passion? Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai terminé mes études, ou plutôt j'ai commencé mes études de génie industriel avec l'objectif de me consacrer à ce secteur. D'une certaine façon, et par pur hasard, au cours de ma dernière année d'études, j'ai assisté à une formation sur la qualité dispensée ici par l'École asturienne de la qualité. J'ai beaucoup aimé tout ce qui touchait à l'approche qualité, à l'amélioration continue, etc. C'est donc comme cela que je suis entré dans le domaine de la qualité. Et mon premier vrai travail, après les stages et les petites expériences que l'on fait quand on termine ses études, a été dans une entreprise de dispositifs médicaux. C'est là que j'ai découvert que ce secteur, en plus, vous captive. Appliquer la technologie au monde de la biologie est fascinant, car encore aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, il existe toujours des techniques cliniques ou des protocoles cliniques du 19e siècle. Alors, lorsque vous êtes capable d'apporter votre petite pierre au développement d'un produit ou d'une nouvelle technologie et que vous voyez comment cela améliore la vie des patients, cela génère une satisfaction intérieure que peu de métiers procurent. Donc oui, je suis totalement passionné de biotechnologie, à 100%. Eh bien, je crois que je vais moi aussi l'ajouter à mon CV. Passionne de biotechnologie, cela sonne très bien. Bon, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était justement de la certification ou du marquage CE. Et en profitant de l'occasion pour expliquer un peu ce qu'est Visionary, sur notre site web, nous affichons le logo avec les lettres CE et à code de ces lettres, nous mettons deux textes. L'un dit dispositif médical de classe 1 et l'autre déclaration de conformité. Alors, explique-nous un peu ce que signifie classe 1. D'accord, les dispositifs médicaux, comme beaucoup d'autres produits tels que les machines ou les jouets, sont des produits réglementés. Leur sécurité et leur fonctionnement sont réglementés par l'Union européenne. Cela veut dire qu'ils sont obligés de porter un symbole, le marquage CE, qui signifie que ces produits respectent les exigences qui leur sont applicables. Dans le monde des dispositifs médicaux, il y a de tout, des logiciels qui comptent peut-être parmi les produits les plus modernes, jusqu'à des produits très classiques comme les pansements, les sparadraps, les thermomètres ou les fauteuils roulants. C'est un type de produit d'une variabilité en norme, un sparadrap ou un implant mammaire par exemple. Cela signifie que, selon la réglementation, les dispositifs médicaux sont classés en différents types, en fonction du risque qu'ils peuvent générer pour un utilisateur ou un patient potentiel. Les produits qui présentent le moins de risques sont les produits de classe 1. Les produits qui présentent le niveau de risque le plus élevé, comme un implant mammaire, un défibrillateur ou un stimulateur cardiaque, relève déjà de la classe de risque 3, qui a été la plus élevée. Bien sûr, c'est pour cela que Visionary est un produit de classe 1 à faible risque. À code du logo, disais-je, il y avait un texte indiquant déclaration de conformité. Dans notre cas, nous avons un lien vers un document signé par l'administratrice de notre entreprise qui dit « Je déclare sous ma seule responsabilité que Visionary est un logiciel à usage médical dont l'utilisation prévue est le traitement des déficiences visuelles, des problèmes de vergence et de l'amblyopie conformément aux exigences du règlement de l'Union européenne 2017/745 du Parlement européen. » Il y a donc plusieurs éléments. Que signifie « sous ma seule responsabilité » et « utilisation prévue » ? Comme je le disais auparavant, les dispositifs médicaux ont différentes classes de risques. En fonction de la classe de risque de ton produit, en tant que fabricant, tu es obligé de réaliser certaines démarches ou d'autres, et de soumettre ton produit à certains contrôles ou à d'autres. Logiquement, plus la classe de risque est basse, plus les contrôles sont simples, et inversement. Plus elle est élevée, plus ils sont complexes. Pour un produit de classe 1, c'est le fabricant lui-même qui, sous sa seule responsabilité, déclare la conformité du produit. Cela signifie qu'il n'y a pas de tiers, pas d'organisme notifié qui valide d'une certaine manière cette sécurité ou ce fonctionnement. Cela ne veut pas dire que la procédure est moins bonne que les autres. C'est simplement ce que prévoit la réglementation. Le fabricant d'un produit de classe 1 émet une déclaration de conformité. C'est bien cela. Elle est juridiquement contraignante. C'est un engagement juridiquement valable, pour ainsi dire, pris sous la seule responsabilité du fabricant concernant le produit.
D'accord, je comprends ce que tu dis. Bien sûr, selon l'utilisation prévue, la catégorie peut changer. Car ce qui détermine qu'un produit soit de classe 1 ou de classe 2, si je comprends bien, ce n'est pas tant le produit en lui-même que l'usage auquel il est destiné, et cela impliquerait la façon dont le produit est promu, comment il est annoncé, quelles propriétés on lui attribue. Est-ce lié à la classification du risque? Peut-on consulter cette classification quelque part? Effectivement, la première chose qu'un fabricant de dispositifs médicaux doit faire est d'obtenir une licence de fabricant de dispositifs médicaux. En Espagne, on ne peut pas fabriquer de dispositifs médicaux sans licence. La licence est accordée par l'autorité sanitaire en Espagne, qui est l'Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux. Et tous les fabricants de dispositifs médicaux sont enregistrés comme tels. Ainsi, à tout moment, n'importe quel citoyen peut accéder à la base de données de l'autorité sanitaire et vérifier si une entreprise concrète dispose d'une licence et pourquoi elle l'a obtenue. C'est très important. Comme tu le dis bien, au final, c'est le fabricant qui déclare à quoi sert son produit. Dans le monde de la santé, nous avons un mème très amusant, où l'on voit un scalpel et une phrase disant qu'un scalpel n'est rien d'autre qu'un couteau pour couper de la viande, et qu'il devient un dispositif médical au moment où le fabricant déclare que ce couteau pour couper de la viande sert à couper des dames et des messieurs. En fait, je connais beaucoup de produits qui pourraient faire beaucoup de choses. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'usage que le fabricant déclare pour ses produits. C'est donc essentiel. Non, ce n'est pas l'autorité sanitaire qui vient te dire « Écoute, ton produit sert à cela ». C'est toi qui déclares non seulement à quoi il sert, mais aussi quels sont ses bénéfices cliniques. Comme tu le disais, tout cela est également lié à la publicité des dispositifs médicaux. On ne peut pas faire la publicité de son produit comme on veut. D'abord, il existe certaines règles selon l'usage prévu, selon la personne qui va l'utiliser, etc. On ne communique pas de la même manière sur un produit destiné aux professionnels que sur un produit destiné par exemple aux utilisateurs. Et bien entendu, la publicité ne peut pas laisser entendre que le produit sert à quelque chose pour lequel, du point de vue réglementaire, il n'a pas été déclaré. Autrement dit, si tu as dit à l'autorité sanitaire ou à ton organisme notifie que ton produit sert à une chose, tu ne peux pas ensuite publier une publicité disant qu'il sert à beaucoup d'autres choses. D'accord, c'est parfaitement réglementé et contrôle, et c'est aussi quelque chose que l'autorité sanitaire surveille de très près. Comme le dit l'Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux, on pourrait faire la consultation, on pourrait vérifier par exemple pourquoi Visionary est autorisé ou comment il a été défini, n'est-ce pas? Nous disions que le logo est obligatoire, n'est-ce pas? Cela signifie donc que nous devons le rendre visible quelque part. Où le logo devrait-il être visible? La réglementation s'applique à tout type de produit. Ce qu'elle dit, c'est que le logo doit figurer sur le produit lui-même. Si ce n'est pas possible, imaginons une substance. Il peut figurer sur l'emballage, dans la documentation qui accompagne le produit, etc. Bien sûr, dans un logiciel, il est possible d'apposer le marquage CE et il est également possible d'y joindre la déclaration de conformité. L'usage habituel est donc que, dans le logiciel lui-même, on puisse accéder à la fois au symbole CE et à la déclaration de conformité. C'est là que se trouve l'information intéressante pour l'utilisateur. La date de fabrication, par exemple, et toutes les informations nécessaires pour utiliser le produit en toute sécurité. Je comprends. Et comme nous en avons beaucoup parlé, c'est ce qui nous a conduit à le mettre sur le site web, car cela fait partie de Visionary, en particulier l'intranet depuis lequel nous gérons les patients, ainsi que le logiciel lui-même. Le logo et le lien figurent aussi dans tous les jeux. Cela continue de me surprendre, car dans d'autres produits de thérapie visuelle que je vois commercialisés en Espagne, je ne trouve ni le symbole ni le lien, mais peut-être que quelque chose m'échappe. En tout cas, Visionary est un produit de classe 1, comme nous le disons depuis le début, mais j'ai déjà vu dans plus d'un salon des produits de classe 2, ce qui, d'après ce que tu as expliqué, implique une réglementation plus stricte. Je ne sais pas si cela signifie que ces produits sont meilleurs, mais en tout cas, cela signifie que leur utilisation est réglementée d'une autre manière, puisque tu l'as déjà plus ou moins expliqué. Insistons sur ce point. Que signifierait passer d'une classe 1A à une classe 2 ou classe 2A, qui serait la catégorie immédiatement supérieure? Écoute, la classification du dispositif médical n'est pas décidée par le fabricant. La classification du dispositif médical se fait sur la base de règles de classification incluses dans le règlement relatif aux dispositifs médicaux. Il est vrai que les règles sont parfois un peu ambiguës, mais dans le cas des logiciels, par exemple, il existe une seule règle, la règle 11, spécifique aux logiciels, qui indique de façon très claire comment classer un logiciel en fonction du risque. Disons que la différence pour passer de la classe 1 à la classe 2 ou supérieure réside dans le fait que le logiciel fournisse des informations aux professionnels de santé pour prendre un certain type de décision. Cette décision peut être le diagnostic d'une maladie ou l'application d'une thérapie plutôt qu'une autre.
À partir du moment où le logiciel fournit cette information, il est impossible qu'il soit de classe 1. Il devient au minimum de classe 2. Selon le type d'information qu'il fournit, la classe de risque peut ensuite augmenter. Autrement dit, ce n'est pas la même chose de fournir des informations pour appliquer un traitement dermatologique que par exemple de fournir des informations pour établir un diagnostic de cancer. C'est là qu'interviennent les organismes notifiés, qui sont ceux qui évaluent et auditent si le produit fait réellement ce qu'il dit faire. Pour cela, tout ce qui concerne le dossier technique, les preuves cliniques à réunir, etc. entre en jeu. C'est pourquoi il s'agit d'une procédure d'évaluation plus stricte que s'il s'agissait d'une classe 1. Je crois que tout ce que tu dis a été très clair. Une chose est d'affirmer que ton produit permet d'entraîner quelque chose comme la vision périphérique et une autre est de dire que ton produit est un champimètre car, comme tu l'as expliqué, cela implique au final un risque plus élevé. Si ce champimètre ne fonctionne pas correctement, le professionnel peut ignorer une pathologie pouvant avoir des conséquences importantes pour le patient. Je le redis, je reste surpris car j'ai lu des publicités où un logiciel affirme permettre le diagnostic précis des capacités visuelles du patient en 10 minutes. Là, on parle déjà de diagnostic, pas de traitement. Clairement, nous parlons au minimum d'un produit de classe 2A. À partir du moment où l'on parle de prédiction, de diagnostic ou de dépistage visuel complet permettant aux ophtalmologistes de prendre des décisions, c'est là le point CL. Autrement dit, si je fournis au professionnel médical des informations, des données ou quoi que ce soit qui va influencer d'une manière ou d'une autre la prise d'une décision clinique avec un patient, il est impossible de le classer en classe 1. Il s'agit d'un produit de classe 2A ou supérieur, j'insiste, selon le type d'information et ce que le médecin va en faire. C'est clair ? Eh bien, je pense que nous allons rester en classe I, car après tout, ce que nous voulons être, c'est un outil de traitement de thérapie visuelle, et en réalité, nous voulons devenir la référence en thérapie visuelle. Et même si nous continuons à accumuler des preuves scientifiques dont nous sommes très fiers, avec tous les articles que nous commentons aussi dans ces podcasts, nous ne voulons pas être un produit de diagnostic, du moins pas pour le moment. Donc voilà, c'est clarifié. Paloma, merci beaucoup, cela a été un plaisir. Nous nous reverrons bientôt dans le prochain podcast. À bientôt.